un financement en partie européen, 60% avec les fonds FEDER, 20% avec la TIC et 20% d'autofinancement. Donc il fallait aussi qu'on ait une capacité d'autofinancement, ce qui n'était pas rien. Et on a, à ce moment-là, une fois que la convention a été signée, eh bien on a pris la tâche de la direction du patrimoine de la collectivité de Corse et de la DRAC de Corse pour voir justement quels sites on pourrait numériser, dans quel cadre, quelle problématique. Et tout cela a débouché sur la rédaction d'une convention type, nous permettant d'avoir accès à ces monuments. Alors il s'agit essentiellement de monuments publics, qui appartiennent à des collectivités locales, voire à la collectivité de Corse, sachant aussi qu'il y avait également les musées qui étaient concernés. Et donc c'est une sélection de 42 modèles, on va dire, 21 monuments et 19 objets, provenant donc de différentes communes. On a vraiment quelque chose qui représentait l'ensemble de la Corse, et puis travailler également avec les musées de la collectivité de Corse. Alors il n'y a pas c'est vraiment le monument tel qu'il est. Il n'y a pas de reconstitution. Pour un monument ruiné, par exemple, on ne va pas reconstituer les murs, et ainsi de suite. C'est vraiment une restitution du bien patrimonial ou de l'objet, et c'est un outil de sensibilisation et de connaissance du patrimoine. Donc c'est vraiment découvrir le monument dans son état de conservation actuel, afin d'être en immersion. Vous allez voir, on peut zoomer, dézoomer, tourner, retourner, avoir une vue aérienne. C'est vraiment l'idée, c'est d'être en immersion, en sachant aussi qu'on peut regarder ces modèles 3D avec un casque de réalité virtuelle, et donc avec un casque, alors là on est encore plus en immersion, parce que vraiment on est vraiment dans le monument. Il y a plusieurs entrées chronologiques, la préhistoire et la protohistoire, il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et un volet actualité. On clique dessus, et ensuite il y a plusieurs vignettes. On clique sur la vignette et on va avoir donc accès au monument. Alors en fait, on va commencer par le néolithique, parce que c'est les premiers modèles qu'on a fait, on touche le néolithique, et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un vase qui est en cours de fouille. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Donc en fait, on a un vase qui est écrasé et qui a été donc arasé. Et donc le modèle 3D permet d'avoir là ici en l'occurrence le sol archéologique sur lequel le vase a été trouvé. Et donc si on se rapproche, on peut voir exactement le vase en place. On peut zoomer, on a une qualité très détaillée. On voit tout, de la racine du chêne jusqu'au dégraissant de la pâte céramique. Et donc on a véritablement tout un détail donc de ce vase ici, en l'occurrence écrasé. On a sa petite carte d'identité avec son lieu de conservation. On a une petite description, la matière, les mesures, le numéro d'inventaire en l'occurrence, de fabrication, d'utilisation, quelques références bibliographiques. Et là, je clique et donc j'ai accès à mon modèle 3D. J'agrandis ma fenêtre. Et donc là, alors ça c'est un vase qui provient donc, du musée d'Altaroc. C'est un vase cariné de l'âge du bronze. Alors celui-ci est d'autant plus intéressant qu'il a été restauré. Et donc vous voyez, le modèle 3D permet de voir précisément l'ensemble du vase, avec la partie ici qui a été restaurée, et puis le vase tel qu'il était, on va dire, le fragment archéologique qui est ici. Voilà, donc là en fait on peut se promener, on peut découvrir ce vase là, en l'occurrence qui vient du site de Poucouroute et qui nous montre une typologie de vase Alors cet élément en fait, alors là on est sur un élément qui est en manège fibreux, donc qui est en bronze, qui a été trouvé également à Poucouroute. Donc on a vraiment en détail tous les défauts de fabrication, les éléments saillies en l'occurrence. Cet élément, en fait, on peut demander ce que c'est. Lorsque Roger Grosjean a fait des fouilles à Poucouroute, il ne savait pas trop ce que c'était, il avait mis plusieurs hypothèses.
les objets en métal sont toujours un peu difficiles à rendre par le modèle 3D, parce qu'en fait, ces modèles 3D sont faits par la méthode de la photogrammétrie, c'est-à-dire que c'est une succession de photos qui sont prises et qui sont ensuite assemblées dans un logiciel. Donc il y a tout un travail de traitement quand même des photos, et le métal, malheureusement, va réfléchir la lumière quand on va faire les photos, et donc il y a un gros travail de post-production pour avoir un rendu de qualité. Et en fait, en faisant le modèle, en fait, on se rend compte qu'on a ici, vous voyez, une petite bouche qu'on ne voit pas lorsqu'on a la texture granite. Et lorsqu'on a fait le modèle, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des petits tétons, vous voyez, là, des petits tétons là et là, qu'on ne voit pas en fait lorsqu'il y a l'effet granite. Donc cette statue menhir, elle est assez, elle est particulièrement bien soignée, et le fait, vous voyez, qu'on ait enlevé la texture, on voit des détails de fabrication qu'on ne peut pas voir lorsqu'on la voit en réalité. Donc on a vraiment une plus-value très nette en termes de savoir-faire, en termes de fabrication, là en l'occurrence, pour cette statue menhir qui est donc faite en bosse. Donc on voit très bien ici donc la colonne vertébrale, les omoplates, ici la partie supérieure de la tête. Et vous voyez qu'on peut même observer des détails ici au niveau donc, du sommet de la tête, avec tout un piquetage rectiligne ici qui fait tout le tour de la tête, ce qui nous fait penser que peut-être il y avait peut-être un tissu qui était mis dans ce petit sillon, parce qu'en tout cas c'est volontaire. Donc volontairement, les sculpteurs ont fait ce petit sillon. Un monument emblématique, c'est le plus grand dolmen de Corse. Et alors ce qu'on peut, voilà, là aussi on a plus ça, on peut rentrer à l'intérieur du monument. Petit détail, on peut intégrer des annotations à ces modèles pour donner de l'information. Donc on s'est amusé quelquefois à agrémenter le modèle comme ça de données, et ce qui nous permet aussi de faire une visite un peu fléchée, on va dire, qui nous permet de faire le tour du monument en regardant ce que l'on souhaite montrer. Et ces petits textes, ils peuvent être courts, peuvent être longs, voilà, c'est vraiment en fonction de l'information que l'on veut donner. Et ça permet de faire le tour, de voir des indications qui peuvent se trouver donc, à l'arrière de l'objet, sur le numéro d'inventaire. C'est des choses qu'on peut vraiment. Quand on va dans un musée, on ne peut pas faire tourner l'objet comme ça, on ne peut pas avoir accès à des détails aussi importants. Alors les lampes à huile, c'est vraiment un élément emblématique des sites de l'Antiquité. Donc là, ici, nous sommes sur le site d'Alir, qui sont vraiment des éléments pour s'éclairer. Un monument, c'est bon. Donc là, on est dans l'architecture. Donc là, on est vraiment dans une découverte, vraiment en immersion de ce monument. On peut vraiment se déplacer, être dans la nef, avoir accès à l'abside. On peut même passer à travers la petite fenêtre. Donc vous voyez, on se déplace. Je ne vais pas vous donner de mal de mer non plus. Les petites annotations nous permettent de voir ici la cuve baptismale paléochrétienne, où avait lieu donc le baptême des catéchumènes. Et puis cette église qui a connu plusieurs réfections. Donc ici l'abside avec ses ouvertures aveugles, sa voûte en cul-de-four. Et puis une reconstruction, donc construction donc, à l'époque paléochrétienne, reconstruction au XIIe siècle, reconstruction après à une époque plus récente. Donc on a vraiment accès à des détails du monument qui permet d'être en immersion totale. Donc, qui a été réalisé à la demande de l'Office du tourisme, de l'Alta-Rocque, dans le cadre du programme européen Itinéraire Romanica Plus. Donc on se met. Et donc on a pu donc numériser. Alors la volonté de l'Office du tourisme, c'était de donner accès à ce monument pour les personnes empêchées. Et donc la demande
modèle meurtrière, la plateau haute, sous-bassement, une pignon ouest, et puis on va rentrer par la porte occidentale. Voilà la nef, la charpente, Saint Stéphane, la fresque du XVe siècle, que l'on voit quand même assez bien, avec le collège apostolique. Donc c'est une église qui a été fouillée par Patrick Ferreira, tout d'abord dans le cadre d'une fouille préventive, et puis ensuite dans le cadre fouille préventive parce qu'en fait il y avait un projet en lien avec le barrage de Rizzanese, et puis ensuite Patrick a repris en tant que chercheur une fouille programmée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'urgence, mais en fait c'était vraiment un programme personnel qui voulait vraiment développer, il voulait avoir plus d'informations sur cette église. Il n'avait pas eu le temps de tout fouiller dans le cadre de la fouille préventive, donc il a entrepris cette fouille programmée, ce qui lui a permis d'avoir des informations supplémentaires. Et ce modèle, donc, qui a été fait dans le cadre du programme européen, a été mis à disposition avec l'autorisation du tourisme à Pierre Brochet, qui a travaillé sur l'étanchéité de la toiture. Et donc, grâce à ce modèle 3D, en fait, on peut à partir de là faire des tas d'informations, comme je vous disais, des groupes, des éléments très précis, puisqu'en fait, le monument est géoréférencé. Donc il est ordonnancé sur le plan IGN, et donc il est à l'échelle. Il n'y a pas de déformation. Il est vraiment dans son état, dans une échelle qui est réelle en fait. Il n'y a aucune déformation. Donc les architectes ont besoin de ces modèles-là pour travailler en l'occurrence pour faire des études sanitaires ou pour intervenir. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que ça, parce qu'aujourd'hui tout a été rebouché. Donc là, c'est vraiment un instantané qui permet d'avoir accès au monument tel qu'il était après les fouilles archéologiques. Et aujourd'hui, c'est une vue qu'on a plus. Alors, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue, on va dire, technique, c'est lorsqu'un monument va subir une transformation, une modification, une restauration, c'est de faire le modèle avant et après pour justement montrer la plus-value aussi de cette technologie. Les chapelles de typologie romane et qui ont été décorées au XVe siècle avec ces fresques, comme on a ici à Coins, et elle a vraiment fait un travail vraiment extraordinaire avec un travail sur les différents éléments iconographiques. Et là, on est avec cette église, on est vraiment dans un détail de ces églises qui étaient décorées de cette façon-là au XIe siècle. Et là aussi, c'est un patrimoine qui est très très fragile. Et le fait d'avoir quelques éléments qu'on a pu numériser sur cette iconographie qui est encore conservée, je pense que c'est vraiment une plus-value pour notre patrimoine, parce que là, c'est vraiment des fresques qui sont vraiment très très fragiles. Et là, en l'occurrence, on est en présence de ce monument qui, entre-temps, a fait l'objet d'une restauration, puisque ça a été inauguré il y a quelques semaines. Et il est question que l'on fasse le modèle numérique restauré. Et donc on aura les deux modèles, avant restauration et après restauration. Là, en fait, c'est un télégraphe d'époque moderne, je dirais, qui n'est pas contemporaine du tout de la tour, mais qui a été enlevé lors de la restauration. Donc en fait, aujourd'hui, ce télégraphe n'existe plus. Donc grâce à ce modèle 3D, eh bien, on a une image de ce que c'était, de cet élément patrimonial aussi, mais le choix de l'architecte a été de l'enlever, puisqu'en fait, ils ont voulu donner une restauration du monument tel qu'il était au XVIe siècle. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur et on va prendre l'escalier qui est juste là. Et en fait, on va aller jusque sur la terrasse.
on a 2 fois 10, je crois, on a fait 2 mallettes pédagogiques qui sont à disposition au musée pour que les scolaires et puis les personnes, les aveugles, puissent toucher ces objets. Ce pressoir qui remonte au début du XXe siècle, qui nous montre justement la technicité et les savoir-faire qui étaient employés. Et on est vraiment ici avec ce modèle de moulin, on est vraiment dans quelque chose, on évoque, on va dire, l'ère industrielle qui se met en place. Et on a toute une technicité ici avec ce frame, mais qui c'est un frame, on va dire, un petit peu 2.0 pour l'époque. En fait, on a une production qui est vraiment assez importante. Et donc là aussi, des détails assez intéressants sur la technicité, sur tout ce système d'engrenage, avec une restitution qui est vraiment de très haute qualité. Pour avoir plus de détails, mais voilà, ces petites, on va dire, ces choix pour en fait